Ce qui était sur le point de se produire sur les sables dorés de Monaco allait changer à jamais le destin de deux âmes destinées à entrer en collision. Quel secret se cache derrière les murs de ce palais où les ombres gardent des vérités qu'aucun d'eux n'est prêt à affronter? Entre les murmures de la Méditerranée et l'éclat opulent des gratte-ciel qui défient le ciel, un homme d'affaires millionnaire aux yeux bleus comme la mer profonde contemple avec une froideur calculée la jeune femme, aux yeux verts émeraude qu'il a engagée pour lui donner un héritier, sans imaginer qu'elle, venue des rues modestes de Lyon et trahie par son passé, garde dans son regard le pouvoir de faire s'écrouler les murs qu'il a construits autour de son cœur blessé, tandis que la chaleur écrasante de l'extérieur contraste avec la froideur marbrée de ce manoir, temple à la richesse matérielle mais désert d'émotions, deux mondes sociaux complètement opposés s'entrelacent dans une danse de pouvoir où celle qui possède le moins pourrait finir par posséder le plus précieux, car parfois, dans les sables les plus arides de l'âme, les larmes peuvent se transformer en l'eau qui fait fleurir l'amour le plus inattendu. La robe collait à sa peau en raison de la sueur tandis qu'elle marchait sur le marbre brillant de ce palais à Monaco. Élise Durand, à 25 ans, n'avait jamais imaginé mettre les pieds dans un tel endroit. Ses yeux vert clair, maintenant rougis par les larmes contenues, parcouraient les murs dorés avec un mélange d'étonnement et de terreur. Dans sa main droite, elle tenait un contrat qui pesait plus lourd que toutes ces années de pauvreté réunies. Elle avait grandi dans un quartier modeste de Lyon, où sa mère nettoyait les maisons des autres et où elle avait appris à sourire même quand son estomac grondait de faim. La vie l'avait frappée tôt. À 16 ans, elle avait perdu son père dans un accident du travail. À 20 ans, son petit ami l'avait abandonnée en apprenant sa grossesse. Et à 23 ans, elle avait perdu le bébé qu'elle n'avait jamais connu. Maintenant, 2 ans plus tard, elle était sur le point de signer un accord qui changerait tout. « Par ici, mademoiselle Durand », dit Jean, le majordome aux cheveux grisonnants qui l'avait accueilli à l'aéroport. Sa voix était aimable, mais ses yeux reflétaient une tristesse qui semblait habiter chaque coin de ce manoir. « Cette histoire vous intrigue? Laissez un j'aime, dites-nous de quelle ville vous nous lisez, et abonnez-vous pour découvrir ce qui attend Élise derrière cette mystérieuse porte. » Il la conduisit le long d'un couloir interminable jusqu'à une porte sculptée de motifs géométriques. Jean frappa 3 fois avant de l'ouvrir. « Monsieur vous attend. » Élise respira profondément et entra. La pièce était un vaste bureau avec des fenêtres donnant sur la Méditerranée. Derrière un bureau en acajou, un homme se tenait debout, regardant vers l'horizon. Quand il se retourna, Élise sentit l'air quitter ses poumons. Nicolas Mercier, 30 ans, héritier d'un empire pétrolier, était tout ce que les magazines disaient, et plus encore. Grand, aux épaules larges, à la peau bronzée par le soleil méditerranéen et aux yeux bleus si intenses qu'il semblait percer l'âme. Son visage à la mâchoire carrée et aux lèvres fines ne montrait aucune émotion tandis qu'il l'étudiait. « Asseyez-vous », ordonna-t-il avec un accent qui mêlait le français à des tonalités méditerranéennes. Élise obéit, sentant ses genoux trembler sous le tissu bon marché de sa robe. « Comprenez-vous ce que dit le contrat ?» demanda-t-il, sans se donner la peine de la saluer. « Oui », répondit-elle d'une voix à peine audible, « je le comprends parfaitement. » Le contrat était simple et brutal dans son honnêteté. Nicolas avait besoin d'un héritier, un enfant de sang pur qui continuerait sa lignée. Il ne voulait pas de mariage, pas d'engagement. Il voulait une mère pour son enfant qui soit en bonne santé, discrète et surtout vierge. En échange, il offrait une somme qui sortirait Élise et sa mère de la pauvreté pour toujours. « Pourquoi avez-vous accepté ?» demanda-t-il, s'approchant si près qu'Élise put sentir son parfum coûteux mêlé à quelque chose de plus primaire, plus masculin. « Parce que j'ai besoin de l'argent, » répondit-elle, décidant que si elle allait se vendre, elle le ferait au moins avec honnêteté. Un sourire froid courba les lèvres de Nicolas. « Au moins vous ne prétendez pas qu'il y a des sentiments impliqués. Cela facilite les choses. » Il prit le contrat des mains tremblantes d'Élise et le plaça sur le bureau. Il lui offrit un stylo en or. « Une fois que vous aurez signé, vous resterez ici pendant 6 mois. Si vous tombez enceinte avant, la période s'étendra jusqu'à la naissance. Ensuite, vous pourrez partir avec votre compensation et ne plus jamais nous revoir. L'enfant restera avec moi. » Élise prit le stylo. Elle pensa à sa mère, malade et vieillie prématurément par des années de dur labeur. Elle pensa aux dettes qui les noyaient depuis la mort de son père. Elle pensa à toutes les portes qui s'étaient fermées devant elle. Et elle signa. « Bien, » dit Nicolas, sans aucune émotion. « Jean vous montrera votre chambre. Nous dînerons à 20 heures. » Et ce soir, il laissa la phrase en suspens, mais sa signification était claire comme du cristal. Quand Élise sortit du bureau, les larmes qu'elle avait contenues coulèrent enfin sur ses joues. Jean, qui l'attendait dehors, lui offrit un mouchoir en soie. « Ne pleurez pas, mademoiselle.
chuchota le vieil homme. Les larmes ne poussent pas sur la côte d'Azur, elles sont trop précieuses pour être gaspillées. La chambre qui lui fut assignée était plus grande que toute la maison où elle avait grandi. Des murs d'un blanc immaculé, un lit à baldaquin, une salle de bain en marbre et un dressing plein de vêtements qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Elle se doucha, laissant l'eau chaude laver le voyage, la peur et la honte. À 20 heures précises, Jean vint la chercher. Élise avait choisi une robe bleu foncé, simple mais élégante. « Vous êtes magnifique, mademoiselle », dit le majordome avec un sourire paternel. « Mais permettez-moi un conseil, ne craignez pas, monsieur. Sous toute cette froideur se cache un cœur qui a su aimer autrefois. » La salle à manger était aussi impressionnante que le reste de la maison. Une table pour 20 personnes était dressée pour 2 seulement. Nicolas était déjà là, vêtu d'un costume noir qui contrastait avec le bleu électrique de ses yeux. Le dîner se déroula dans un silence inconfortable, rompu occasionnellement par des questions pratiques sur les allergies ou les préférences alimentaires. Lorsqu'ils terminèrent le dessert, Nicolas la regarda fixement. « Venez », dit-il simplement, en se levant. Élise le suivit dans les couloirs jusqu'à une suite principale à couper le souffle. Un énorme lit dominait l'espace, flanqué de baies vitrées qui montraient les lumières nocturnes de Monaco. Nicolas desserra sa cravate et commença à déboutonner sa chemise. « Il n'est pas nécessaire que vous fassiez semblant d'apprécier, » dit-il d'une voix monocorde. « J'ai juste besoin que vous remplissiez votre part du contrat. » Élise resta immobile près de la porte. Ses mains s'accrochaient au bord de sa robe et ses yeux verts brillaient de nouvelles larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de honte, c'étaient des larmes de détermination. « Non », dit-elle d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. Nicolas s'arrêta, sa chemise à moitié déboutonnée. « Pardon, je ne vais pas coucher avec vous ce soir. » Le visage de l'homme se durcit. « Vous avez signé un contrat. »« Oui, j'ai signé pour être la mère de votre enfant. Je n'ai pas signé pour être votre esclave. » Élise fit un pas en avant, sentant un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Je veux vous connaître d'abord. Je veux savoir quel genre d'homme sera le père de mon enfant. » Nicolas laissa échapper un rire amer. « Ma personnalité importe, l'argent reste le même. Pour vous, cela n'a peut-être pas d'importance. Pour moi, si. » Élise respira profondément. « Donnez-moi un mois pour nous connaître. Après, je remplirai ma part du contrat. » Un silence pesant tomba sur la pièce. Nicolas l'étudia comme si elle était une énigme impossible à résoudre. « 1 mois, dit-il finalement. Pas un jour de plus. Et si vous essayez de me manipuler ou de jouer avec moi, l'accord est annulé. » Élise acquiesça, sentant qu'elle avait gagné une petite bataille dans une guerre qui commençait à peine. « Jean vous montrera votre chambre permanente, » dit Nicolas, reboutonnant sa chemise. « Bonne nuit, Élise. » Quand la porte se referma derrière elle, Élise se permit de sourire pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds à Monaco. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans ce palais d'or et de solitude, mais elle avait gagné quelque chose de précieux, du temps. Et sur la côte d'Azur, le temps, comme les larmes, était la ressource la plus précieuse de toutes. Cette histoire vous captive. Si vous voulez savoir comment elle continue, laissez un j'aime, dites-nous de quelle ville vous nous lisez et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre. Les premiers rayons du soleil entraient par la fenêtre quand Élise se réveilla dans cette chambre qui lui semblait encore irréelle. Elle s'habilla d'une simple robe couleur crème qu'elle trouva dans l'armoire et sortit explorer le palais qui serait son foyer pour les prochains mois. La demeure était un labyrinthe de couloirs en marbre, de pièces somptueuses et de jardins intérieurs où l'eau courait entre des pierres rapportées de terres lointaines. Dans l'un de ces jardins, elle trouva Jean, arrosant des fleurs qui luttaient vaillamment contre le climat méditerranéen. « Bonjour, mademoiselle Élise », salua le vieil homme avec une inclination respectueuse. « Avez-vous bien dormi ?»« Mieux que je ne l'espérais, » avoua-t-elle, s'approchant pour observer les délicates fleurs. « Elles sont magnifiques. » « Des jasmins de Damas, » expliqua Jean avec fierté. « Ma femme les a plantés il y a plus de 20 ans. Chaque matin, je leur parle comme si c'était elle, parce que d'une certaine façon, c'est le cas. »« Votre femme ?» demanda Élise avec délicatesse. « Elle est décédée il y a 12 ans. Cancer. » Les yeux du majordome s'humidifièrent un instant. « Mais ne parlons pas de tristesse par une si belle matinée. Monsieur Nicolas est parti à une réunion d'affaires et ne reviendra pas avant ce soir. Aimeriez-vous prendre votre petit déjeuner sur la terrasse ? Vous aimeriez savoir ce que Jean va révéler à Élise pendant ce petit déjeuner. Ces secrets qui changeront à jamais sa perception de Nicolas. Laissez un j'aime, partagez de quelle ville vous nous lisez, et abonnez-vous pour découvrir les mystères cachés derrière ces murs dorés. » Pendant le petit déjeuner, Élise découvrit que Jean était un conteur fascinant. À 68 ans, il avait servi dans la famille de Nicolas depuis avant sa naissance. Il connaissait des histoires de la côte d'Azur, des légendes de princes et princesses, et des secrets que les vagues avaient gardés pendant des siècles.
Monsieur n'a pas toujours été ainsi, vous savez, dit Jean en servant plus de thé à la menthe dans la tasse d'Élise. Quand il était enfant, il riait. Il avait un rire qui pouvait illuminer toute la maison. Qu'à lui est-il arrivé? Demanda Élise, intriguée par cet homme froid qui avait acheté son ventre. Jean soupira, regardant vers l'horizon où la mer se fondait avec le ciel. La vie, mademoiselle, la vie lui est arrivée. Sa mère est morte quand il avait 6 ans. Son père, eh bien, son père était un homme d'affaires qui n'avait pas de temps pour les sentiments. Et puis il y a eu Sophie. Sophie, sa fiancée, une belle jeune femme d'une bonne famille libanaise. Ils ont été fiancés pendant 2 ans. Le mariage allait être l'événement de l'année. Jean fit une pause, comme si ce souvenir était douloureux. 1 semaine avant la cérémonie, elle l'a quitté. Elle s'est enfuie avec un autre homme. Élise sentit une pointe inattendue de compassion. Ça a dû être terrible pour lui. Ça l'a été. Depuis lors, Monsieur Nicolas a construit un mur autour de son cœur. Un mur plus haut et plus fort que tous ceux qui protègent cette demeure. Cet après-midi-là, Élise explora chaque recoin du manoir, mémorisant les couloirs, comptant les pièces, apprenant le rythme de la vie dans cet endroit étrange. Les domestiques la regardaient avec curiosité, mais aussi avec respect. Jean avait dû faire passer le mot qu'il devait bien la traiter. Elle trouva une bibliothèque avec des milliers de volumes en différentes langues. Elle prit un livre de poésie arabe traduite en français et se perdit entre des vers qui parlaient d'amour, de mer et de destin. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas la présence de Nicolas jusqu'à ce que son ombre tombe sur les pages. « Je vois que vous avez trouvé Gibran », dit-il d'une voix neutre. « C'est l'un de mes préférés. » Élise ferma le livre, surprise. Nicolas portait un costume gris qui accentuait le bleu de ses yeux, maintenant plus sombre sous la lumière tamisée de la bibliothèque. « Je ne savais pas que vous aimiez la poésie, » répondit-elle, se levant. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de moi. » Son ton n'était pas aimable, mais pas hostile non plus. C'était simplement la constatation d'un fait. C'est pourquoi j'ai demandé un mois. Nicolas l'observa pendant quelques secondes, qui semblèrent éternelles. « Dîner avec moi ce soir, à 20h. » Ce n'était pas une question, mais un ordre déguisé en invitation. Le dîner fut servi sur une terrasse d'où l'on voyait toute la ville. Des lumières brillaient au loin comme des étoiles tombées, et l'air était étonnamment frais. « Parlez-moi de vous, » dit Nicolas après qu'on leur eut servi le premier plat. « Pourquoi une jeune femme et... » Il fit une pause, l'évaluant. « Très attirante comme vous est-elle encore vierge à 25 ans ?» Élise rougit, tant par la question directe que par le compliment inattendu. « J'ai grandi dans un foyer très traditionnel, » répondit-elle, décidant d'omettre la vérité complète. « Ma mère a toujours dit que ce cadeau ne devait être offert que par amour ou par mariage. Et pourtant, vous êtes prête à l'offrir pour de l'argent ?» La question était cruelle, mais le regard de Nicolas montrait une curiosité sincère. « Parfois, la survie pèse plus que les principes. » Élise soutint son regard. « Ma mère est malade. Elle a besoin d'une opération que nous ne pouvons pas payer. Les dettes nous étouffent. Et moi, » elle avala sa salive. « J'ai déjà perdu trop de choses dans cette vie pour me permettre le luxe de l'orgueil. » Quelque chose changea dans l'expression de Nicolas, une lueur de ce qui aurait pu être du respect, ou peut-être de la reconnaissance. « Dites-moi quelque chose qui ne figure pas dans votre dossier, » demanda-t-il, changeant subtilement de sujet. « Quelque chose que personne ne sait de vous. » Élise réfléchit un moment. « J'aime chanter, » avoua-t-elle finalement. « Je ne suis pas douée, mais quand j'étais petite, je rêvais d'être chanteuse. Mon père m'emmenait dans un karaoké chaque dimanche après la messe. » Le souvenir la fit sourire. « Et qu'est-il arrivé à ce rêve ?»« La vie, » répondit-elle, utilisant inconsciemment les mêmes mots que Jean avait utilisés pour décrire ce qui était arrivé à Nicolas. « La vie est arrivée. » La conversation coula étonnamment bien après cela. Ils parlèrent de livres, de films, d'endroits que Nicolas avait visités et qu'Élise ne connaissait que par des photographies. Par moments, ils ressemblaient presque à 2 personnes normales se découvrant lors d'un premier rendez-vous. Quand ils eurent terminé le dessert, Nicolas l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre. Pendant un instant, Élise craignit qu'il n'essaie d'entrer, qu'il ne réclame ce que le contrat lui promettait. Mais il s'arrêta simplement et la regarda avec ses yeux bleus impossibles. « Bonne nuit, Élise. »« Bonne nuit, Nicolas. » Au cours des semaines suivantes, ils établirent une routine. Nicolas travaillait pendant la journée tandis qu'Élise explorait le manoir, lisait à la bibliothèque ou conversait avec Jean, qui était devenu son confident et son guide dans ce monde inconnu. Le soir, ils dînaient ensemble et discutaient, apprenant à se connaître lentement comme 2 étrangers qui partagent un bateau à la dérive. Un soir, au milieu de sa 3e semaine à Monaco, Élise lisait dans la bibliothèque quand elle entendit des cris. Elle suivit le son jusqu'à une chambre qu'elle n'avait jamais visitée. La porte était entr'ouverte, et à travers la fente, elle vit Nicolas en plein cauchemar, se tordant dans son lit, la sueur brillant sur sa peau bronzée. « Non, ne pars pas !» criait-il,
piégé dans un rêve qui semblait le torturer. Sans réfléchir, Élise entra dans la chambre et s'approcha du lit. Elle posa une main sur l'épaule de Nicolas et le secoua doucement. « Nicolas, réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. » Il ouvrit brusquement les yeux, désorienté et vulnérable comme elle ne l'avait jamais vu. Pendant une seconde, le mur qu'il avait construit autour de son cœur s'effondra, et Élise vit l'enfant effrayé qui avait perdu sa mère, l'homme trahi par sa fiancée. « Élise » murmura-t-il confus. « Vous faisiez un cauchemar » expliqua-t-elle, retirant sa main de son épaule. « Je vous ai entendu crier. » Nicolas se redressa, passant ses mains dans ses cheveux humides. La honte remplaça rapidement la vulnérabilité sur son visage. « Je suis désolé, » dit-il, retrouvant sa composition. « Vous n'auriez pas dû voir cela. »« Ne vous excusez pas d'être humain, » répondit Élise avec douceur. « Nous avons tous des cauchemars, certains pires que d'autres. » Nicolas la regarda fixement. « Que faites-vous debout à cette heure ?»« Je ne pouvais pas dormir. La mer est trop silencieuse pour quelqu'un habitué au bruit de la ville. » Un étrange silence s'installa entre eux. Pas inconfortable, mais chargé de quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel ni l'un ni l'autre n'avait de nom. « Vous devriez partir, » dit finalement Nicolas, mais son ton contredisait ses paroles. « Voulez-vous que je parte ?» demanda Élise, soutenant son regard. « Non. » La réponse fut presque inaudible, mais dans le silence de la nuit méditerranéenne, elle résonna comme un tonnerre. Élise s'assit au bord du lit. « Racontez-moi votre cauchemar. » Et, étonnamment, Nicolas le fit. Il lui parla de Sophie, de comment il l'avait trouvée au lit avec son meilleur ami une semaine avant le mariage, de comment elle lui avait dit qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé, qu'elle n'était avec lui que pour son argent et sa position. Il lui raconta comment cette trahison l'avait changé, comment il avait décidé que l'amour était une faiblesse qu'il ne pouvait pas se permettre. « C'est pour ça que vous voulez un enfant sans engagement, » comprit Élise. « Pour avoir un héritier sans risquer d'aimer. » « L'amour finit toujours par la douleur, » répondit-il. « Les affaires sont plus simples. Vous obtenez ce dont vous avez besoin. J'obtiens ce que je veux. Sans tromperie, sans fausses promesses. Ça semble très pratique, » dit Élise, « mais très solitaire. La solitude est préférable à la trahison. » Élise secoua la tête. La solitude n'est qu'une autre façon de se trahir soi-même. Nicolas la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous parlez comme si vous en saviez beaucoup sur les trahisons. Je les connais, admit-elle. Mon petit ami m'a quitté quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il était trop jeune, qu'il avait des rêves à réaliser. » Les mots sortaient difficilement, mais Élise ressentait le besoin de partager cette partie de son histoire. « 3 mois plus tard, j'ai perdu le bébé. C'était comme si l'univers me disait que je ne méritais même pas d'être mère. » Sans prévenir, Nicolas prit sa main. Son toucher était chaud, fort, étonnamment doux. « Je suis désolé, » dit-il, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Élise sentit que ses paroles étaient complètement sincères. Ils restèrent ainsi, en silence, leurs mains unies, jusqu'à ce que les premiers rayons de l'aube se glissent par les fenêtres. « Je devrais partir, » dit finalement Élise. Nicolas acquiesça, lâchant lentement sa main. « Merci, » murmura-t-il, « d'être resté. » Quand Élise retourna dans sa chambre, son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle avait vu derrière le masque de froideur de Nicolas, elle avait entrevu l'homme blessé sous la façade d'indifférence, et ce qu'elle avait vu l'effrayait plus que sa froideur. La possibilité que dans d'autres circonstances, dans un autre monde, elle aurait pu en venir à l'aimer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit où Élise avait vu Nicolas dans son moment le plus vulnérable. Quelque chose avait changé entre eux depuis lors. Ils n'étaient pas amis, ils n'étaient pas amants, mais il y avait une sorte d'entente tacite, une connexion forgée dans la confession mutuelle de leurs blessures les plus profondes. Nicolas restait distant, mais sa froideur ne semblait plus dirigée vers elle, mais vers le monde en général. Parfois, Élise le surprenait à la regarder pendant le dîner, avec une expression indéchiffrable dans ses yeux bleus. Et dans ces moments fugaces, elle sentait que l'abîme entre eux se réduisait, pour s'élargir à nouveau quand il reprenait sa composition. Ce matin-là, Élise prenait son petit déjeuner sur la terrasse quand Jean s'approcha avec une expression préoccupée. « Mademoiselle Élise, Monsieur Nicolas a dû partir d'urgence à Genève pour affaires. Il sera absent 3 jours. »« Oh !» fut tout ce qu'elle put dire, surprise par l'inexplicable déception qu'elle ressentit. « T'a-t-il dit autre chose ? Seulement que vous pouvez utiliser toutes les installations de la maison, sauf son bureau et... » Jean hésita. « Et quoi ? Et la chambre au bout du couloir est la chambre bleue. Qu'est-ce que cette mystérieuse chambre bleue peut bien cacher? Les secrets de Nicolas sont-ils plus sombres que vous ne l'imaginez? Laissez un j'aime, partagez de quelle ville vous nous suivez, et abonnez-vous pour découvrir les ombres qui hantent le passé de cet homme énigmatique. » La curiosité s'alluma immédiatement en Élise.
Dans ses explorations du manoir, elle avait remarqué cette porte toujours fermée, mais n'y avait jamais accordé beaucoup d'importance. « Qu'y a-t-il dans la chambre bleue » demanda-t-elle, essayant de paraître désinvolte. « Ce n'est pas à moi de le dire, mademoiselle. » L'expression de Jean était solennelle. « Je peux seulement vous demander de respecter les souhaits de monsieur. » Bien sûr, ces paroles ne firent qu'accroître sa curiosité. Pendant les 2 jours suivants, Élise tenta d'occuper son esprit avec des lectures, des promenades dans les jardins et des conversations avec le personnel, qui la traitait désormais avec familiarité et affection. Mais l'image de cette porte fermée la hantait comme un fantôme persistant. La nuit précédant le retour de Nicolas, la tentation fut trop forte. Elle attendit que tous soient endormis, et le cœur battant frénétiquement, se dirigea vers le couloir est. Le manoir était silencieux, à peine éclairé par la lumière de la lune qui filtrait à travers les grandes fenêtres. La porte de la chambre bleue n'était pas fermée à clé. À sa surprise, elle tourna la poignée avec des doigts tremblants et entra dans l'obscurité. Elle alluma la lumière et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. C'était une chambre d'enfant, parfaitement conservée, comme si elle attendait un enfant qui n'était jamais venu. Il y avait un berceau sculpté à la main, des étagères avec des jouets, un cheval à bascule, et les murs étaient peints d'un bleu ciel avec des nuages blancs. Sur l'un des murs, il y avait une fresque avec le nom « Théo » écrit en lettres dorées. Élise parcourut la chambre avec révérence, touchant les jouets, les petits vêtements pliés sur une commode. Tout semblait neuf et pourtant, il y avait quelque chose de profondément triste dans cette chambre parfaite qui n'avait jamais rempli son but. « Je t'avais spécifiquement demandé de ne pas entrer ici. » La voix de Nicolas la surprit tellement qu'elle laissa tomber le petit ours en peluche qu'elle tenait. Elle se retourna pour le trouver à la porte, son visage un masque de fureur contenu. « Nicolas, je suis désolé. Je n'aurais pas dû... » « Non, tu n'aurais pas dû. » Sa voix était de la glace pure. « Sors, maintenant. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Dehors !» Le cri résonna contre les murs, faisant reculer Élise, effrayée. Elle sortit de la chambre les larmes aux yeux, mais au lieu d'aller dans sa chambre, elle se dirigea vers la cuisine. Elle avait besoin de parler à Jean, de comprendre ce qu'elle avait vu, de comprendre pourquoi Nicolas gardait une chambre d'enfant intacte dans son manoir. Le vieux majordome était éveillé, préparant du thé dans la cuisine déserte. Il ne sembla pas surpris de la voir. « J'ai vu la chambre bleue », avoua Élise, s'asseyant en face de lui. « Qui est Théo ?» Jean soupira profondément, servant 2 tasses de thé à la menthe. « J'aurais dû savoir que votre curiosité l'emporterait sur mon avertissement. » Il lui tendit une tasse et s'assit en face d'elle. Théo était le neveu de monsieur Nicolas, le fils de sa sœur cadette, Marie. Je ne savais pas qu'il avait une sœur. Elle est décédée il y a 5 ans, avec son mari, dans un accident d'hélicoptère dans les Alpes. Théo, qui avait alors 3 ans, a été confié à la garde de monsieur Nicolas. Il était son parrain et son seul parent direct. Élise sentit un nœud dans sa gorge. Qu'est-il arrivé à l'enfant? Les yeux de Jean se remplirent de larmes. Leucémie. Il a lutté pendant 2 ans, mais le petit a perdu la bataille il y a 1 an et demi. Monsieur Nicolas ne s'est jamais remis de cette perte. Il avait préparé cette chambre pour quand Théo reviendrait de l'hôpital. Mais il n'est jamais revenu. « Mon Dieu !» murmura Élise, comprenant enfin pourquoi Nicolas voulait un enfant sans engagement émotionnel. Ce n'était pas seulement la trahison de Sophie, c'était la peur d'aimer et de perdre à nouveau. C'est pour ça qu'il veut un héritier. Monsieur Nicolas croit qu'il peut avoir un enfant sans s'impliquer émotionnellement. Il croit qu'il peut se protéger de la douleur en gardant ses distances. Jean secoua la tête. « Mais vous et moi savons que ce n'est pas possible, n'est-ce pas ?» Élise pensa à son propre enfant qui n'était jamais né, à la douleur qu'elle ressentait encore pour cette perte. Non, ce n'est pas possible. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. À l'aube, elle prit une décision. Si elle devait être la mère de l'enfant de Nicolas, elle devait d'abord essayer de guérir le père. Elle le trouva dans son bureau, travaillant comme s'il n'avait pas dormi de toute la nuit. Ses traits étaient tendus, ses yeux rougis. « Va-t'en », dit-il en la voyant. « Je ne veux pas te parler. Eh bien, tu vas devoir m'écouter. » Élise ferma la porte derrière elle et s'approcha du bureau. « Je sais pour Théo. » Nicolas se leva, furieux. « Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Tu as raison, je n'en ai pas le droit. Mais j'ai le droit de comprendre l'homme qui pourrait être le père de mon enfant. » Élise soutint son regard défiant. « J'ai perdu mon père. J'ai perdu un enfant qui n'est jamais né. J'ai perdu foi en l'amour. Je sais ce qu'est la douleur, Nicolas. Et je sais que garder une chambre comme un sanctuaire n'est pas la façon de la surmonter. Ne parle pas de ce que tu ne comprends pas, grogna-t-il, mais il y avait un tremblement dans sa voix qui trahissait son émotion. Je comprends plus que tu ne le crois. Je comprends que tu as engagé une femme pour avoir un enfant parce que tu as peur d'aimer et de perdre encore. Je comprends que tu as construit des murs si hauts que même toi tu ne peux pas les escalader. Et je comprends que Théo ne voudrait pas que tu vives ainsi.
En entendant le nom de son neveu pour la seconde fois, quelque chose se brisa en Nicolas. Comme une digue qui cède finalement sous la pression, les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Il m'appelait tonton Nico », murmura-t-il d'une voix brisée. « Il était si petit, si courageux. Il ne s'est jamais plaint, même dans les pires moments de sa maladie. » Élise s'approcha lentement et, avec une tendresse infinie, le prit dans ses bras. Pendant un moment, Nicolas se raidit, mais ensuite il s'abandonna à l'étreinte, son corps secoué par des sanglots qui semblaient venir du plus profond de son âme. « Je l'ai promis », dit-il entre les larmes. « Je lui ai promis que quand il reviendrait de l'hôpital, il aurait la plus belle chambre du monde. J'ai passé des semaines à la concevoir, à choisir chaque détail. Je voulais qu'elle soit parfaite pour lui. » Élise le tenait, pendant qu'il laissait sortir toute la peine accumulée. En ce moment, il n'était pas le puissant homme d'affaires, mais simplement un homme brisé par la douleur. « Viens avec moi », dit-elle doucement, quand les sanglots se calmèrent. Elle le conduisit par la main jusqu'à la chambre bleue. Nicolas s'arrêta à la porte, résistant à l'idée d'entrer. « Je ne peux pas », murmura-t-il. « Si, tu peux. Je suis avec toi. » Élise serra sa main. « Théo mérite d'être rappelé, pas enfermé dans une chambre que personne ne visite. » Avec des pas hésitants, ils entrèrent ensemble. Nicolas tremblait, mais ne lâcha pas la main d'Élise. « Parle-moi de lui, demanda-t-elle, s'asseyant sur le petit canapé près de la fenêtre et attirant Nicolas pour qu'il s'assoie à côté d'elle. Et pour la première fois en 1 an et demi, Nicolas parla de Théo. Il parla de son rire contagieux, de sa passion pour les avions, de comment il avait appris à dire « je t'aime, tonton » en 3 langues différentes. Il parla jusqu'à ce que le soleil se couche et que la pièce ne soit plus éclairée que par la lumière de la lune. « Tu sais ce qui me fait le plus mal » dit-il finalement émotionnellement épuisé. « C'est que je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Je croyais que j'aurais le temps. Nous croyons toujours que nous avons le temps, jusqu'à ce que nous ne l'ayons plus. » Élise prit son visage entre ses mains, l'obligeant à la regarder. Il le savait, Nicolas. Les enfants le savent toujours. Ils n'ont pas besoin de mots pour comprendre l'amour. Cette nuit-là, Nicolas dormit dans sa chambre, avec la porte ouverte, et Élise dans la sienne. Mais quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Une connexion plus profonde que le contrat qu'ils avaient signé, plus réelle que l'accord qu'ils avaient conclu. Le lendemain matin, quand Élise descendit prendre son petit déjeuner, elle eut une surprise. Nicolas avait organisé une visite à un orphelinat local qu'il parrainait secrètement. Il voulait qu'elle l'accompagne. « Les enfants ont besoin de jouets, et la chambre de Théo en est pleine », expliqua-t-il, avec une nouvelle lumière dans ses yeux bleus. « Je crois qu'il aurait aimé les partager. » L'orphelinat était un bâtiment modeste, mais propre et joyeux dans la banlieue de Monaco. Les enfants accueillirent Nicolas comme un vieil ami, courant l'embrasser, tirant sur ses mains pour lui montrer leurs dessins et leurs jouets. Élise l'observait émerveillée. C'était un Nicolas complètement différent, chaleureux, patient, avec un sourire qui transformait complètement son visage. Avec chaque enfant qu'il prenait dans ses bras, avec chaque éclat de rire qu'il partageait, il semblait se libérer un peu plus du poids de sa douleur. Une petite fille, pas plus de 4 ans, s'approcha timidement d'Élise. Elle avait de grands yeux bruns et des cheveux noirs rassemblés en 2 tresses ébouriffées. « Tu es la petite amie de Monsieur Nicolas ?» demanda-t-elle avec innocence. Élise rougit. « Non, nous sommes juste amis. » La petite fille hocha la tête, comme si elle comprenait quelque chose qu'Élise ne pouvait pas voir. Il était très triste avant. Maintenant il sourit. « Tu devrais être sa petite amie. » Avec cette logique enfantine irréfutable, la petite prit la main d'Élise et la conduisit jusqu'à l'endroit où Nicolas lisait un conte à un groupe d'enfants assis en cercle autour de lui. « Monsieur Nicolas, elle dit qu'elle n'est pas ta petite amie, mais je crois qu'elle devrait l'être. » Les rires des enfants emplirent la pièce, tandis que Nicolas et Élise échangeaient un regard gêné, mais chargé de quelque chose de nouveau, d'inattendu. Ils passèrent toute la journée à l'orphelinat. Nicolas promit de revenir la semaine suivante avec plus de jouets et de livres. Sur le chemin du retour au manoir, un silence confortable s'installa entre eux. « Merci », dit finalement Nicolas, « de m'avoir obligé à affronter la chambre de Théo, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ne me remercie pas, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non », Nicolas secoua la tête, « pas n'importe qui, toi. » L'intensité de son regard fit qu'Élise détourna les yeux, troublée par les sentiments qui commençaient à s'agiter en elle. Ce n'était pas prévu. Elle ne pouvait pas se permettre de ressentir quelque chose pour l'homme qui l'avait engagé pour lui donner un enfant. Ce soir-là, pendant le dîner, Léa, la cousine de Nicolas, arriva sans s'annoncer. C'était une belle femme d'environ 35 ans, aux traits fins et d'une élégance intimidante. Dès qu'elle vit Élise, ses yeux se plissèrent avec méfiance. « Alors c'est elle, la fille du contrat », dit-elle en un français parfait mais froid. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. »« Léa, s'il te plaît, » la réprimanda Nicolas. « Quoi ? C'est la vérité. »
Quand tu m'as dit que tu avais engagé une femme pour avoir un enfant, j'ai imaginé quelqu'un de plus professionnel. Elle regarda Élise de haut en bas. Celle-ci ressemble à une enfant perdue. Élise serra les poings sous la table, mais garda sa composition. Enchantée de te connaître, Léa. La cousine de Nicolas laissa échapper un rire méprisant. Épargne-moi ta courtoisie, ma chère. Tu ne resteras pas ici assez longtemps pour que nous devenions amis. Le dîner fut un exercice de tension et de manière forcée. Léa ne manqua pas une occasion de rappeler à Élise sa position d'employée, tout en faisant des commentaires sur les traditions familiales et l'importance des noms de famille purs. Quand le dîner tortueux prit enfin fin, Élise s'excusa et sortit dans l'un des jardins intérieurs, ayant besoin d'air frais. Quelques minutes plus tard, Nicolas la rejoignit. « Excuse-la », dit-il, s'appuyant sur la balustrade à côté d'Élise. « Léa est compliquée. Elle est protectrice envers toi, je comprends. »« Non, tu ne comprends pas. » Nicolas soupira, regardant les étoiles. « Léa voulait que j'épouse sa fille, Camille. Un mariage arrangé, traditionnel. Quand je lui ai dit que j'avais trouvé une autre solution pour avoir un héritier, elle s'est sentie trahie. « Et pourquoi n'as-tu pas épousé Camille ?» demanda Élise, essayant d'ignorer la pointe de jalousie qu'elle ressentit. « Parce qu'après Sophie, j'ai juré que je ne me marierais jamais. » Nicolas la regarda directement. « Et parce que Camille est comme sa mère, froide, calculatrice, obsédée par les apparences. Elle ne semble pas être une bonne candidate pour être mère, » commenta Élise. « Non. » Nicolas sourit légèrement. « Pas comme toi. » Le compliment inattendu fit que le cœur d'Élise fit un bond. Elle essaya de se rappeler que c'était un contrat, un accord commercial. Elle ne pouvait pas se permettre de confondre la gentillesse avec quelque chose de plus profond. « Nicolas, » dit-elle finalement, rassemblant son courage, « notre accord, le mois est presque terminé. » Le sourire disparut du visage de l'homme. « Je sais. Que veux-tu faire ?» Nicolas garda le silence un moment, contemplant l'horizon nocturne de Monaco. « Je ne sais pas, » admit-il finalement. « Il y a un mois, tout était clair pour moi. Maintenant... » « Maintenant quoi ? Maintenant, je ne suis sûr de rien. » Nicolas passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Élise avait appris à associer à sa nervosité. « Sauf que je ne veux pas te faire de mal. »« Tu ne peux pas me faire de mal, » mentit Élise. « Je savais dans quoi je m'engageais quand j'ai signé le contrat. Le savais-tu vraiment ?» Nicolas fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Savais-tu que je commencerais à t'attendre chaque soir pour dîner ? Que je me retrouverais à penser à toi pendant mes réunions ? Que je compterais les heures pour revenir à la maison, à cette maison qui n'avait jamais semblé être un foyer auparavant ?» Élise retint son souffle, incapable de répondre. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « J'ai besoin de plus de temps, » dit Nicolas, sa voix à peine un murmure. « J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, ce que nous faisons, ce que je veux vraiment. » Et le contrat ? Au diable le contrat. Nicolas prit sa main avec délicatesse. « Tu es bien plus qu'un contrat, Élise. Je crois que tu l'as toujours été. » Avez-vous déjà senti qu'un simple accord pouvait se transformer en quelque chose de bien plus profond? Si vous voulez découvrir ce qui va se passer entre Élise et Nicolas, laissez un j'aime, dites-nous de quelle ville vous nous lisez et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre. Léa ne partit pas après le dîner. Elle s'installa dans l'une des chambres d'invités, annonçant qu'elle resterait un certain temps pour aider aux préparatifs du gala annuel de la Fondation Mercier, dont Nicolas était le président. « C'est une tradition familiale », expliqua Nicolas à Élise le lendemain matin, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. « Chaque année, nous organisons un gala de bienfaisance pour récolter des fonds pour les hôpitaux pédiatriques. »« C'est un beau geste, » répondit Élise, pensant à Théo et à la façon dont sa mort avait marqué Nicolas. « Cette année, je veux que tu y assistes, comme ma cavalière. » La proposition l'a pris par surprise. « Tu es sûr ? Je ne connais rien au gala de bienfaisance. Je ne saurais pas comment me comporter parmi tant de personnes importantes. Tu es parfaitement capable de briller dans n'importe quel environnement, » dit Nicolas avec une confiance qui la fit rougir. « De plus, ce sera une bonne occasion pour toi de mieux connaître mon monde. Vous ressentez ce frisson quand deux âmes blessées commencent à s'ouvrir l'une à l'autre. Nous aussi. Si cette histoire de rédemption et d'amour inattendu vous touche, laissez-nous un j'aime. Partagez de quelle ville vous nous lisez et abonnez-vous pour découvrir comment Élise affrontera ce monde d'or et de pouvoir. » La conversation fut interrompue par Léa, qui entra dans la salle à manger avec la grâce d'une féline et le sourire affûté d'une prédatrice. « De quoi parlez-vous avec tant d'enthousiasme ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de Nicolas et complètement dos à Élise. « Je parlais à Élise du gala, elle m'accompagnera. » Léa laissa tomber la serviette qu'elle était en train de placer sur ses genoux. « Pardon ? La mère porteuse au gala social le plus important de l'année ? As-tu perdu la tête, Nicolas ? » « Attention à tes paroles, Léa, » avertit Nicolas, sa voix soudainement froide. « Élise est mon invitée,
et tu la traiteras avec respect. Respect? Léa laissa échapper un rire méprisant. Que diront nos amis, nos partenaires commerciaux, quand ils sauront que tu as comme cavalière la femme que tu as engagée pour avoir un enfant? As-tu pensé au scandale? Personne n'a besoin de savoir à propos du contrat, répondit Nicolas calmement. Élise sera présentée comme mon invitée, point. Et si quelqu'un a un problème avec ça, c'est son problème, pas le mien. Léa se tourna vers Élise, avec du venin dans le regard. Tu es plus intelligente que je ne le pensais, ma chère. Tu as su très bien jouer tes cartes. Je ne joue à rien, se défendit Élise. Et si ma présence au gala causera des problèmes, je préfère ne pas y assister. Non, Nicolas fut catégorique. Je veux que tu viennes, et c'est définitif. Le sujet fut clos, mais Élise pouvait sentir l'hostilité de Léa comme un lourd manteau sur ses épaules. Durant les jours suivants, la cousine de Nicolas fit tout son possible pour lui rappeler sa position inférieure, ordonnant au personnel de l'ignorer, l'excluant des conversations, faisant des commentaires sur combien il était difficile pour les gens ordinaires de s'adapter à certains niveaux de sophistication. Un après-midi, alors qu'Élise lisait dans la bibliothèque, Léa entra et ferma la porte derrière elle. « Nous devons parler, toi et moi », dit-elle sans préambule. De femme à femme. Élise ferma son livre et la regarda directement. « Je t'écoute. Je vais être claire. Je sais ce que tu fais. » Léa s'approcha, ses yeux reflétant du mépris. « Tu as vu une opportunité et tu en profites. Un homme riche, vulnérable à cause de son passé, facile à manipuler avec un peu de compassion bien jouée. Tu ne sais rien de moi ou de mes intentions, répondit Élise, gardant son calme malgré l'indignation qu'elle ressentait. Vraiment? Laisse-moi deviner, tu as grandi pauvre sans opportunité. Tu as vu ce contrat comme ton ticket en or. Mais ensuite, pourquoi se contenter d'un paiement unique quand tu pourrais avoir tout? Léa se pencha vers elle. Nicolas peut te sembler fort, mais il est naïf en matière de cœur. Tu n'es pas la première à essayer de l'attraper, mais tu seras la dernière à essayer sous ma surveillance. Je n'essaie pas de l'attraper, comme tu dis. J'ai signé un contrat et je le respecterai. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à signer un nouvel accord. Léa sortit des papiers de son sac. Un avenant au contrat original. Il stipule que tu renonces à tout droit sur l'enfant, que tu ne demanderas pas de pension alimentaire supplémentaire et que tu ne rendras pas publics les détails de l'accord. Élise prit les papiers et les lut attentivement. Tout cela était déjà dans le contrat original. Mais celui-ci a une clause supplémentaire. Il t'interdit d'avoir toute relation personnelle avec Nicolas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la conception. L'indignation finit par percer à travers le calme d'Élise. C'est ridicule. Tu ne peux pas contrôler les sentiments des gens avec un contrat. Des sentiments? Léa laissa échapper un rire cruel. Tu es tombée amoureuse de lui? Oh, ma chère, c'est pathétique même pour toi. Élise se leva, lui faisant face. Je ne signerai pas ça. Et si tu veux parler de manipulation, peut-être devrais-tu examiner tes propres intentions. Pourquoi es-tu si désespéré de nous séparer? Qu'as-tu à y gagner? Pendant un instant, Léa sembla déstabilisée. Puis, elle reprit son masque de mépris. Nicolas est le dernier homme de notre famille. Son fils héritera de tout l'empire Mercier. Cet enfant doit être élevé avec nos valeurs, nos traditions, pas par une opportuniste qui ne comprend rien à notre monde. L'enfant que je porterai sera aussi mon enfant, Léa. Et aucun contrat au monde ne peut changer cela. Les deux femmes se regardèrent en silence, la tension palpable entre elles. Finalement, Léa récupéra les papiers. Ce n'est pas terminé. Nicolas est peut-être aveuglé maintenant, mais il se rendra compte de qui tu es vraiment. Et quand il le fera, je serai là pour ramasser les morceaux. Quand Léa sortit, Élise se laissa tomber dans le fauteuil, tremblante. Elle n'avait pas voulu l'admettre, même à elle-même. Mais l'accusation de Léa avait fait mouche. Elle tombait amoureuse de Nicolas. Et cela compliquait tout. Ce soir-là, pendant le dîner, Nicolas remarqua sa distraction. « Tout va bien ?» demanda-t-il, quand ils furent seuls dans la salle à manger. « Tu as été silencieuse toute la soirée. » Élise hésita, mais décida d'être honnête. « Ta cousine est venue me parler aujourd'hui. Elle voulait que je signe un document renonçant à... Eh bien, fondamentalement à toute relation avec toi qui ne soit pas strictement professionnelle. » Nicolas pâlit, puis son visage se transforma sous l'effet de la fureur. « Elle a fait quoi? Je vais lui parler tout de suite. » « Non, attends. » Élise prit sa main pour l'arrêter. « Avant que tu ne le fasses, j'ai besoin de te demander quelque chose. Qu'est-ce que nous sommes, Nicolas? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Parce que si je suis seulement la femme que tu as engagée pour avoir un enfant, alors peut-être que Léa a raison de te protéger. » Nicolas se rassit, sa fureur remplacée par une émotion plus complexe. « Je ne sais pas, Élise. Quand je t'ai engagée, tout semblait si clair. Mais maintenant, il chercha les mots justes. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Et cela me fait peur. Ça me fait peur à moi aussi.
avoua Élise. Ça devrait être simple. Respecter le contrat, recevoir le paiement, retourner à ma vie. Mais rien n'est simple quand il s'agit de sentiments, compléta Nicolas. Il prit sa main entre les siennes. Je ne sais pas comment qualifier ce qui se passe entre nous. Je sais seulement que je veux le découvrir. Et toi? Élise acquiesça, incapable de trouver les mots pour l'émotion qui grandissait dans sa poitrine. Alors, pour l'instant, nous sommes juste Nicolas et Élise, dit-il avec un doux sourire. Sans contrat, sans attente. Juste deux personnes qui se découvrent. La nuit du gala arriva plus vite qu'Élise ne l'aurait souhaité. Léa, après un sévère rappel à l'ordre de Nicolas, avait adopté une attitude de froide courtoisie, mais son hostilité était toujours présente, latente, comme un serpent attendant pour attaquer. Jean aida Élise à se préparer, lui donnant des conseils sur le protocole et lui présentant une styliste qui l'aida à choisir une robe appropriée, un modèle en soie vert émeraude qui mettait en valeur la couleur de ses yeux et coulait comme de l'eau autour de sa silhouette. Quand Nicolas la vit descendre les escaliers, il resta sans voix. Ses yeux bleus la parcoururent de la tête aux pieds avec une admiration qui fit rougir Élise. « Je n'ai pas de mots, dit-il finalement, prenant sa main et l'embrassant avec délicatesse. « Tu es très élégant aussi, répondit-elle, admirant comment le smoking noir mettait en valeur son élégance naturelle. Le gala se tenait dans l'un des hôtels les plus exclusifs de Monaco. En arrivant, Élise ressentit un moment de panique en voyant l'opulence du lieu et la sophistication des invités. Mais Nicolas, comme s'il sentait sa nervosité, prit sa main et la serra doucement. « Tu es avec moi, chuchota-t-il. Tu n'as rien à craindre. » La soirée avançait mieux que prévu. Nicolas la présentait avec fierté comme « Élise ». Ma cavalière spéciale, et bien qu'elle voyait de la curiosité dans les yeux de certains invités, tous la traitaient avec respect. Ils dansèrent, conversèrent avec des partenaires commerciaux, et par moments, Élise oublia presque qu'elle n'appartenait pas vraiment à ce monde de luxe et de privilèges, jusqu'à ce que Léa passe à l'action. Pendant une brève absence de Nicolas, qui était allé saluer un important investisseur, Léa s'approcha d'Élise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as l'air presque présentable ce soir, » dit-elle, l'évaluant. « J'aurais presque pu oublier qu'il y a un mois tu étais désespéré pour de l'argent. »« Je ne vais pas me laisser provoquer, Léa, » répondit Élise, gardant sa contenance. « Cette soirée est importante pour Nicolas. C'est précisément pour cela que je suis inquiète. Sais-tu combien Nicolas a donné à la fondation cette année? 5 millions d'euros. De l'argent qui pourrait être à toi si tu jouais bien tes cartes. N'est-ce pas ce que tu veux vraiment ?» Avant qu'Élise ne puisse répondre, elle sentit une traction dans le dos de sa robe. Avec horreur, elle entendit le bruit de tissu qui se déchire. La robe en soie, délicate comme elle l'était, s'était déchirée de l'épaule jusqu'au milieu du dos. « Ah, quelle maladresse de ma part, » dit Léa avec une fausse inquiétude. « On dirait que j'ai marché sur ta robe. Quel dommage, elle était jolie pour être de seconde main. » Plusieurs personnes à proximité se tournèrent pour regarder, et Élise sentit l'humiliation lui brûler les joues. Instinctivement, elle se couvrit avec ses bras, essayant de maintenir la robe en place. À ce moment, Nicolas revint. Il vit immédiatement la situation et, sans hésiter, retira la veste de son smoking et la plaça sur les épaules d'Élise. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, sa voix tendue. « Un petit accident » répondit Léa, avec une innocence feinte. « Je disais à ta cavalière qu'elle devrait peut-être se retirer. Elle ne voudrait pas causer de scène, n'est-ce pas ?» Élise s'attendait à ce que Nicolas l'accompagne discrètement vers la sortie pour éviter le scandale. Au lieu de cela, ce qu'il fit lui coupa le souffle. « Attention, s'il vous plaît, » dit Nicolas à voix haute, s'adressant aux invités proches. « J'aimerais vous présenter officiellement Élise Durand. Elle n'est pas seulement ma cavalière ce soir, mais la femme qui a rendu la vie à mon foyer et le sourire à mon visage après des années d'obscurité. » Un murmure parcourut la salle. Léa pâlit. « Élise a subi un petit accident avec sa robe. Nous nous retirerons donc tôt. Mais avant de partir, je veux que tous sachent que tout manque de respect envers elle sera considéré comme un manque de respect envers moi. » Sans plus d'explication, Nicolas prit Élise par le bras et la conduisit vers la sortie, laissant derrière eux une Léa humiliée et une salle pleine d'invités surpris. Dans la voiture, Élise laissa enfin échapper les larmes qu'elle avait contenues. « Je suis désolée, » sanglota-t-elle. « J'ai gâché ta soirée. » « Non. » Nicolas prit son visage entre ses mains. « Tu n'as rien gâché, c'était Léa, et je te promets qu'elle ne s'approchera plus de toi. Elle croit que je suis avec toi pour l'argent, que je te manipule. »« Et c'est le cas ?» demanda Nicolas, sa voix douce mais intense. « Non, » répondit Élise, le regardant dans les yeux. « Je suis avec toi parce que, contre toute attente, contre toute logique, je tombe amoureuse de toi. » La confession resta suspendue entre eux, comme un cristal fragile et précieux. Nicolas ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il se pencha lentement
et pour la première fois leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, chargé de promesses non dites. Quand ils revinrent au manoir, Léa avait déjà récupéré ses affaires et était partie, laissant seulement une brève note amère. « Tu le regretteras ». Mais cette nuit-là, tandis que Nicolas accompagnait Élise jusqu'à la porte de sa chambre et lui disait au revoir avec un autre baiser qui promettait un avenir différent de celui qu'ils avaient planifié, aucun des deux ne pensa au regret, seulement aux possibilités. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le gala, 3 semaines de découvertes, de rires partagés, de mains qui se cherchaient sous la table pendant les repas, de baisers volés dans les recoins du manoir. Nicolas et Élise exploraient cette nouvelle relation avec la prudence de ceux qui ont été blessés auparavant, mais aussi avec l'espoir de ceux qui ont trouvé quelque chose de précieux et d'inattendu. Le contrat, ce document froid qui avait tout commencé, semblait un souvenir lointain, presque d'une autre vie. Ils ne l'avaient pas mentionné, comme si tous deux craignaient que le nommé briserait le charme qui les enveloppait. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, Jean s'approcha avec une expression préoccupée. « Monsieur Nicolas, vous avez une visite. Mademoiselle Camille est ici. » Nicolas se tendit visiblement. « Camille? La fille de Léa? »« Oui, monsieur. Elle dit que c'est urgent. » Quel secret du passé d'Élise pourrait bien venir perturber ce bonheur naissant? Les ombres de son histoire menacent-elles de détruire tout ce qu'ils ont construit ensemble? Laissez un j'aime, dites-nous de quelle ville vous nous lisez, et abonnez-vous pour découvrir si leur amour peut surmonter les plus difficiles des épreuves. Nicolas regarda Élise avec inquiétude. « Tu n'es pas obligé de la voir si tu ne veux pas. »« Ça ira », lui assura-t-elle, bien qu'un nœud d'appréhension se formait dans son estomac. Camille s'avéra être aussi belle que sa mère, mais avec une froideur calculée qui semblait encore plus dangereuse. Ses yeux, de la même teinte ambrée que ceux de Léa, évaluèrent Élise avec un mépris à peine dissimulé. « Alors c'est la fameuse Élise, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma mère m'a beaucoup parlé de toi. »« Camille », la voix de Nicolas avait un tranchant d'avertissement. « Pourquoi es-tu venu ? » ?»« Pour te protéger, cher cousin, de toi-même. » Camille sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. « Avant de signer quoi que ce soit avec ton ami, je crois que tu devrais savoir à qui tu as vraiment affaire. » Nicolas ne toucha pas l'enveloppe. « Si c'est encore une manigance de ta mère, ce n'est pas une manigance. Ce sont des faits. » Camille ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs photographies qu'elle plaça sur la table. Ton Élise n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Les photographies montraient Élise avec un homme. Ils étaient enlacés, riant, avec une évidente intimité. Sur une autre, ils s'embrassaient. « Thomas le Grand », dit Camille, appréciant visiblement le choc sur le visage d'Élise. « Ton ex-petit ami, le père de l'enfant que tu as perdu, ou devrais-je dire, de l'enfant qui n'a jamais existé. » Élise sentit que le monde s'évanouissait sous ses pieds. « Comment as-tu obtenu ces photos? » L'argent ouvre beaucoup de portes, ma chère. Même dans ton petit quartier de Lyon, les gens parlent si on les paie suffisamment. Nicolas regardait les photographies avec une expression indéchiffrable. De quoi parle-t-elle, Élise? Camille ne lui donna pas l'occasion de répondre. Ta virginale, Élise, n'a jamais été enceinte. Elle n'a jamais perdu de bébé. Tout était un mensonge pour soutirer de l'argent à son petit ami. Elle sortit d'autres papiers de l'enveloppe. Voici la déclaration signée de Thomas. Il dit qu'Élise lui a annoncé qu'elle était enceinte pour le faire chanter. Quand il a exigé des preuves, elle a simulé une fausse couche. Ce n'est pas vrai, parvint à dire Élise, la voix brisée par l'horreur et l'indignation. Thomas m'a abandonné quand je lui ai dit que j'étais enceinte. 3 mois plus tard, j'ai perdu le bébé. C'était réel. Tout était réel. Alors pourquoi n'y a-t-il jamais eu de dossiers médicaux? Insista Camille. Pourquoi aucun de tes voisins ne se souvient de t'avoir vue enceinte? Pourquoi ta propre mère a dit à notre enquêteur que c'était dommage, cette histoire de bébé inventé? Ma mère n'aurait jamais dit ça. Élise s'arrêta, se souvenant soudain. Sa mère avait toujours cru que la grossesse était psychologique, qu'Élise l'avait imaginée à cause du stress et de l'anxiété. Elle n'avait jamais cru qu'elle était réellement enceinte, malgré le test positif qu'Élise lui avait montré. Nicolas se leva, son visage un masque de contrôle à peine contenu. « Camille, merci pour ton inquiétude. Maintenant, je te serai reconnaissant de nous laisser seuls. Tu vas la croire plutôt que les faits ?» Camille semblait sincèrement surprise. « Nicolas, ouvre les yeux, elle te manipule depuis le début. »« J'ai dit que tu nous laisses seuls, » répéta Nicolas, sa voix chargée d'une autorité qui n'admettait pas de réplique. Camille ramassa les papiers et les photographies, sauf une qu'elle laissa délibérément sur la table. « Comme tu voudras. Mais souviens-toi de mes paroles quand elle te brisera le cœur, ou pire, ton compte en banque. » Quand la porte se referma derrière elle, un lourd silence tomba sur la pièce. Nicolas restait debout, immobile, regardant la photographie que Camille avait laissée. Élise et Thomas enlacés, souriant,
une image d'un passé qui semblait maintenant contaminer le présent. « Nicolas » commença Élise, la voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux l'expliquer. »« Quelle partie exactement ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement contrôlée. « La partie où tu m'as dit que tu avais perdu un bébé, ou la partie où tu as utilisé cette histoire pour obtenir ma sympathie. J'étais enceinte. » Élise se leva, l'indignation lui donnant des forces. Le test était positif. Je l'ai montré à Thomas et il m'a quitté. Il m'a dit qu'il était trop jeune, qu'il avait des rêves à réaliser. Je l'ai supplié de rester. Je lui ai dit que nous le ferions ensemble, mais il a simplement disparu. « Et le bébé ?» Élise respira profondément, les larmes coulant sans contrôle. « 3 mois plus tard, j'ai commencé à saigner. Je suis allé à l'hôpital public, mais ils m'ont dit que c'était probablement une grossesse psychologique, que mon esprit avait créé les symptômes parce que je désirais tant être enceinte. Mais je le sentais, Nicolas. Je le sentais réel. » Nicolas passa une main sur son visage, comme s'il essayait d'effacer la fatigue, la confusion, la douleur. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit toute la vérité? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que les médecins doutaient de ta grossesse? »« Parce que pour moi c'était réel, » répondit Élise, la voix brisée par les pleurs. « Parce que j'ai passé 3 mois à parler à mon bébé, à imaginer son visage, à choisir des prénoms. Parce que quand je l'ai perdu, la douleur était réelle. Et parce que j'avais peur. Peur que si je te disais que même les médecins doutaient, tu ne me croirais pas. » Nicolas prit la photographie et l'étudia attentivement. « Tu l'aimais » demanda-t-il finalement. « Je le pensais. J'étais jeune, j'étais seul, et il semblait être tout ce que je pouvais désirer. » Élise fit un pas en avant, voulant le toucher, mais sans oser. « Mais ce que je ressentais pour lui ne se compare pas à ce que je ressens pour toi. C'est comme comparer une bougie au soleil. Comment puis-je croire cela, Élise? Comment puis-je croire quoi que ce soit maintenant ?» La question resta suspendue entre eux comme un abîme impossible à franchir. Élise sentait que tout ce qu'ils avaient construit ces dernières semaines s'effondrait sous ses yeux. « S'il te plaît, » supplia-t-elle, « donne-moi la chance de te le prouver, de regagner ta confiance. » Nicolas la regarda pendant ce qui sembla une éternité, ses yeux bleus assombris par le doute, la douleur et quelque chose d'autre qu'Élise ne pouvait pas déchiffrer. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement. « J'ai besoin de réfléchir. » Sans attendre de réponse, il quitta la pièce, laissant Élise seule avec l'écho d'un rêve qui s'évanouissait. Les jours suivants furent une agonie. Nicolas se plongea dans son travail, s'absentant du manoir tôt le matin et rentrant tard le soir. Quand ils se croisaient, il la traitait avec une courtoisie distante qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Élise envisagea de partir, de faire ses valises et de disparaître de sa vie, comme il semblait le souhaiter. Mais quelque chose la retenait. Ce n'était pas l'argent du contrat, comme Camille l'aurait supposé. C'était la certitude que ce qu'elle ressentait pour Nicolas était réel et méritait qu'on se batte pour cela. Une semaine après la visite de Camille, Élise trouva Jean en train d'arroser les jasmins de Damas dans le jardin intérieur. « Vous allez partir, n'est-ce pas ?» demanda le vieil homme, avec l'intuition que donnent les années. « Je crois que c'est mieux, » répondit Élise, caressant les délicats pétales blancs. « Je ne peux pas rester où l'on ne me croit pas, où l'on ne me veut pas. Monsieur Nicolas vous veut, » affirma Jean avec conviction. « Mais la peur l'emporte parfois sur l'amour. La peur d'être blessé à nouveau, de faire confiance et de se tromper. Je comprends. Moi aussi j'ai peur. » Élise soupira. « Mais je ne peux pas vivre ainsi, Jean. Dans ce limbe de courtoisie froide et de distance, je préfère la douleur nette de la séparation. » Le vieil homme acquiesça comme s'il comprenait parfaitement. « Avant de partir, il y a quelque chose que vous devriez voir. » Il posa l'arrosoir et lui fit signe de le suivre. « Venez avec moi. » Il la conduisit à travers les couloirs jusqu'à une porte qu'Élise n'avait jamais remarquée auparavant. C'était le bureau privé de Nicolas. Pas celui officiel où il recevait des visites, mais un espace plus intime. « Je ne devrais pas être ici, » protesta Élise. « Monsieur Nicolas est absent pour toute la journée, et il y a quelque chose que vous devez voir. » Jean ouvrit la porte avec une clé qu'il sortit de sa poche. « Après cela, si vous voulez toujours partir, je vous aiderai à faire vos bagages. » Le bureau était plus petit et plus accueillant qu'Élise ne l'avait imaginé. Les murs étaient couverts de livres, et un grand bureau en bois dominait l'espace. Mais ce qui attira l'attention d'Élise, ce furent les photographies encadrées sur une étagère. Des photos de Nicolas avec Théo, des photos de famille et une photo d'elle. Élise dans le jardin souriant vers l'horizon, inconsciente de l'appareil photo qui capturait ce moment de paix. « Regardez le bureau », indiqua Jean. Sur le bureau, il y avait plusieurs documents. L'un d'eux était un rapport médical au nom d'Élise Durand. D'une main tremblante, elle le prit et commença à lire. C'était une analyse complète de son historique médical, incluant des évaluations psychologiques et physiques. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, confuse. « Monsieur Nicolas a engagé les meilleurs spécialistes pour analyser votre cas. Il voulait savoir si vous aviez réellement été enceinte. » Élise sentit que son cœur s'arrêtait. « Et qu'ont-ils découvert ?»«
que ce que vous avez vécu était une grossesse extra-utérine non diagnostiquée. Une vraie grossesse mais dans les trompes de Fallope, pas dans l'utérus. C'est pourquoi elle ne s'est pas développée correctement et s'est terminée par une fausse couche. C'est pourquoi les médecins de l'hôpital public ne l'ont pas détectée. Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Élise. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de validation. Pendant des années, elle avait douté d'elle-même. Elle avait cru qu'elle était peut-être folle, qu'elle avait tout imaginé. Et maintenant, enfin, elle avait la confirmation que sa perte avait été réelle. Nicolas sait cela. Il a reçu le rapport hier, confirma Jean. Il a passé toute la nuit à le lire, à consulter des médecins, à essayer de comprendre. Élise reposa le rapport sur le bureau, submergée par les émotions contradictoires qui l'envahissaient. Soulagement, validation, mais aussi douleur due au manque de confiance. Merci de m'avoir montré cela, Jean, mais cela ne change pas le fait que Nicolas a eu besoin de preuves pour me croire. Monsieur Nicolas a été blessé de nombreuses fois, mademoiselle Élise. La trahison de Sophie, la mort de Théo. Il a appris à se protéger, à douter. Ce n'est pas facile pour lui de faire confiance. Pour moi non plus, répondit-elle doucement. Et pourtant, je lui ai accordé ma confiance complète. Il sortira du bureau, fermant la porte derrière eux. Tandis qu'il retournait au jardin, Jeanne parla de nouveau. Ma femme, Marie et moi étions mariés depuis 20 ans quand j'ai découvert qu'elle m'avait caché quelque chose d'important. Un enfant d'une relation précédente, qu'elle avait donné en adoption et n'avait jamais mentionné. Le vieil homme sourit tristement au souvenir. J'ai failli la quitter. Je me sentais trahi, trompé. Qu'avez-vous fait? Je suis resté. Parce que j'ai compris que nous avons tous des secrets, des parties de notre histoire qui nous font honte ou nous font tellement mal que nous ne pouvons pas les partager. Et parce que je l'aimais, avec ses erreurs et ses secrets. Jean s'arrêta et regarda Élise directement. Le véritable amour n'exige pas la perfection, mademoiselle Élise. Il exige l'acceptation. Ce soir-là, Élise fit ses bagages. Non par lâcheté, mais parce qu'elle comprit qu'elle avait besoin de retrouver son identité, de se rappeler qui elle était au-delà de ce contrat, de cette relation naissante. Elle avait besoin de guérir ses propres blessures avant de pouvoir guérir aux côtés de Nicolas. Elle écrivit une lettre et la laissa sur son lit. Ce n'était pas une lettre d'adieu, mais une promesse. Elle lui racontait toute la vérité, sur Thomas, sur la grossesse, sur ses peurs et ses espoirs. Elle lui parlait de ce qu'elle avait ressenti en découvrant que sa perte avait été réelle, et de comment elle voulait construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur la vérité complète. « Je reviendrai dans un mois », écrivit-elle à la fin. « Si d'ici là tu me veux toujours dans ta vie, je serai sur la place centrale de Monaco au coucher du soleil le 15. Si tu ne viens pas, je comprendrai que tu as choisi d'avancer sans moi, et je te souhaiterai tout le bonheur que tu mérites. » Quand Nicolas rentra ce soir-là, la chambre d'Élise était vide, excepté cette lettre et un petit pot contenant une pousse de jasmin de Damas que Jean lui avait offerte. Lyon paraissait exactement comme lorsqu'Élise était partie, et pourtant tout semblait différent. Les rues familières, les stands de nourriture, les enfants jouant sur la place, tout était vu à travers les yeux de quelqu'un qui avait profondément changé. La petite maison où elle avait grandi était toujours la même, avec ses murs écaillés et son toit qui fuyait quand il pleuvait. Sa mère l'accueillit avec des larmes et des questions auxquelles Élise répondit par des demi-vérités. Elle ne lui parla ni du contrat ni de Nicolas. Elle dit simplement qu'elle avait travaillé à Monaco et qu'elle était revenue pour régler des affaires en suspens. La première de ces affaires était de rendre visite à Thomas. Ce ne fut pas difficile de le trouver. Il fréquentait toujours les mêmes bars, vivant la même vie insouciante. Quand il la vit entrer dans le café où ils avaient convenu de se rencontrer, son expression fut de surprise et quelque chose ressemblant à de la peur. « Élise, dit-il, se levant pour la saluer, tu as l'air différente. Beaucoup de choses se sont passées, répondit-elle, s'asseyant en face de lui. Il n'y avait pas de haine dans son cœur, seulement une détermination tranquille. Écoute, à propos de ce que j'ai dit à cette femme, commença-t-il, visiblement mal à l'aise. Pourquoi l'as-tu fait, Thomas? Demanda Élise, allant droit au but. Pourquoi lui as-tu dit que j'avais menti à propos de la grossesse? Thomas détourna le regard, incapable de soutenir celui d'Élise. Elle m'a offert de l'argent, beaucoup d'argent, et j'ai toujours pensé que tu l'avais inventé pour me retenir. Le test pouvait être faux, et tu n'as jamais montré d'autres symptômes. J'étais enceinte, affirma Élise, avec un calme qui les surprit tous les deux. J'ai les rapports médicaux qui le confirment. C'était une grossesse extra-utérine qui s'est terminée par une fausse couche. Le visage de Thomas perdit toute couleur. Je ne savais pas. Je suis désolé, Élise. Vraiment. Je ne te demande pas des excuses, Thomas. Je te demande de signer une lettre te rétractant de ce que tu as dit à Camille, en disant la vérité, que tu n'en étais pas certain, et que tu as menti pour de l'argent. Si je fais ça,
Je devrais rendre ce qu'elle m'a payé, protesta-t-il faiblement. C'est ton problème, pas le mien. Élise sortit un papier de son sac et le plaça sur la table. Signe ceci et nous ne nous reverrons plus jamais. Je te le promets. Quelque chose dans la détermination d'Élise, dans la dignité qu'elle irradiait, fit que Thomas prit le papier et signa sans plus de protestation. Ce moment où l'on reprend le contrôle de son histoire peut changer une vie entière. Si vous aussi vous croyez au pouvoir de la vérité et du pardon, laissez un j'aime, partagez de quelle ville vous nous lisez, et abonnez-vous pour découvrir comment s'achève cette histoire d'amour et de rédemption. La deuxième affaire en suspens était plus douloureuse. Élise visita le cimetière local, où elle avait symboliquement enterré son bébé qui n'était jamais né, plaçant une petite pierre tombale sans nom. Ça avait été sa façon de faire son deuil, de donner une réalité à une perte que tous autour d'elle traitaient comme imaginaire. Elle s'agenouilla devant la petite pierre et y déposa des fleurs fraîches. « Maintenant je sais que tu étais réel, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues, « et je te porterai toujours dans mon cœur, mais le moment est venu de te laisser reposer et de me permettre de vivre. » La troisième affaire était la plus difficile. Élise se rendit à l'hôpital public où elle avait été soignée 3 ans plus tôt, quand elle avait perdu sa grossesse. Elle parla au directeur, lui montra les nouveaux rapports médicaux et présenta une plainte formelle pour négligence médicale. Elle ne cherchait pas de compensation financière, seulement qu'ils reconnaissent leur erreur et améliorent leur protocole pour qu'aucune autre femme n'ait à vivre la même chose. Pendant qu'elle attendait la réponse de l'hôpital, Élise commença à assister à un groupe de soutien pour les femmes ayant subi des pertes de grossesse. Écouter leurs histoires, partager la sienne, fut comme un baume pour des blessures qu'elle ne savait même pas encore ouvertes. Un après-midi, alors qu'elle revenait du groupe de soutien, elle trouva un message sur son téléphone. C'était Jean. « Monsieur Nicolas ne va pas bien », disait le message. « Il lit votre lettre chaque soir. Il vous cherche dans chaque femme qu'il voit dans la rue. S'il vous plaît, mademoiselle Élise, si vos sentiments n'ont pas changé, envisagez de revenir avant la date prévue. » Élise serra le téléphone contre sa poitrine. Chaque jour sans Nicolas avait été un exercice d'autodécouverte, mais aussi de nostalgie. Il lui manquait avec une intensité qui la surprenait. Leur conversation lui manquait, son rire nouvellement découvert, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il la regardait. Mais elle ne pouvait pas encore revenir. Elle devait compléter son propre voyage, se réconcilier complètement avec son passé avant de pouvoir offrir à Nicolas un avenir sans ombre. Le temps passa inexorablement. Les jours devinrent des semaines, et bientôt vint le moment de décider. Retournerait-elle à Monaco? Se présenterait-elle sur la place comme elle l'avait promis dans sa lettre? La nuit précédant la date convenue, Élise fit un rêve vivace. Elle rêva d'un petit garçon d'environ 3 ans, avec les yeux bleus de Nicolas et son propre sourire. L'enfant jouait dans un jardin plein de jasmin, et quand il la voyait, il courait vers elle les bras ouverts, l'appelant « maman ». Elle se réveilla avec des larmes aux yeux et une certitude dans le cœur. Elle devait retourner. Non pour le contrat, non pour l'argent, mais pour la possibilité de construire quelque chose de réel et de beau avec l'homme que, contre toute attente, elle en était venue à aimer. Le voyage de retour à Monaco fut différent du premier. Elle ne voyageait plus avec peur et désespoir, mais avec espoir et détermination. Elle emportait avec elle la lettre signée par Thomas, les rapports médicaux complets et autre chose, une petite boîte contenant de la terre de l'endroit où elle avait symboliquement enterré son bébé. C'était sa façon de clore un chapitre et d'en ouvrir un autre. Monaco resplendissait sous le soleil du crépuscule quand le taxi la déposa sur la place centrale. Élise portait une simple robe blanche et le petit jasmin de Damas qu'elle avait emporté à Lyon et qui, miraculeusement, avait fleuri. La place était pleine de monde. Touristes, locaux, familles, profitant de la fraîcheur du soir. Élise chercha dans la foule, son cœur battant la chamade. Nicolas viendrait-il? Avait-il lu sa lettre? Avait-il compris ce qu'elle essayait de lui dire? Les minutes passaient sans signe de lui. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rouge. L'espoir initial d'Élise commençait à se transformer en résignation. Peut-être avait-elle demandé trop. Peut-être la blessure avait-elle été trop profonde. Peut-être Nicolas avait-il décidé que cela ne valait pas la peine de risquer à nouveau. Quand le dernier rayon de soleil disparut derrière les bâtiments, Élise se leva du banc où elle attendait. Il était temps d'accepter la réalité et d'aller de l'avant. Elle avait fait le voyage, elle avait tenu sa promesse. Elle ne pouvait pas blâmer Nicolas de ne pas faire de même. Elle était sur le point de partir quand une voix familière l'arrêta. « Tu pars sans dire au revoir ?» Elle se retourna si vite qu'elle faillit perdre l'équilibre. Et il était là, Nicolas, à quelques mètres de distance. Il ne portait pas ses costumes élégants habituels, mais un simple jean et une chemise blanche qui lui donnaient un air plus jeune, plus vulnérable. « J'ai pensé que tu ne viendrais pas », parvint à dire Élise,
la voix brisée par l'émotion. « J'ai été ici toute la journée », avoua-t-il, s'approchant lentement. « T'observant de loin, rassemblant mon courage. » « Du courage pourquoi ? Pour affronter ce que je ressens pour toi. » Nicolas s'arrêta à un pas de distance, ses yeux bleus intenses fixés sur les siens. « Quand tu es parti, j'ai réalisé que le manoir redevenait ce qu'il était avant, un endroit froid et vide, comme ma vie. »« Nicolas, » commença Élise, mais il l'interrompit doucement. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai besoin de dire ceci. » Il prit une respiration, comme se préparant à quelque chose de difficile. « Tu avais raison de partir. J'avais besoin d'apprendre à faire confiance, à croire sans preuve. Et le plus important, j'avais besoin de comprendre que l'amour n'est pas un contrat. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le négocier. » Il fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. « Je t'aime, Élise Durand. Pas pour ce que tu peux me donner, pas pour être la mère de mon enfant, mais pour qui tu es, pour ton courage, ta compassion, ta capacité à voir au-delà de mes murs. » Élise sentait que son cœur allait exploser dans sa poitrine. « Je t'aime aussi, Nicolas. C'est pourquoi je suis revenu. Et maintenant quoi ?» demanda-t-il, avec une vulnérabilité dans sa voix qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Maintenant, nous recommençons, » répondit Élise, prenant ses mains dans les siennes. Sans contrat, sans secret, sans peur. Juste Nicolas et Élise essayant ensemble. Il sourit, un sourire qui transformait complètement son visage. « J'aime comme ça sonne. » Et là, au milieu de la place de Monaco, sous un ciel rempli d'étoiles, ils s'embrassèrent comme si c'était la première fois. Un baiser qui avait le goût des promesses, des secondes chances, des avenirs à construire. 1 an plus tard, l'ancienne chambre bleue de Théo avait été transformée. Ce n'était plus un sanctuaire intouchable, mais une pièce pleine de vie et de couleurs. Les murs étaient toujours bleu ciel, mais maintenant, ils étaient décorés avec des dessins d'animaux et de planètes. Le berceau était toujours à sa place, mais désormais accompagné de livres pour enfants et de jouets modernes. Et sur la commode, à côté de la photographie d'un Théo souriant, il y en avait une autre encadrée, Nicolas et Élise, le jour de leur mariage intime, célébré dans les jardins du manoir. Élise, son ventre déjà visiblement arrondi, rangeait les petits vêtements qu'ils avaient achetés pour le bébé qu'ils attendaient. Un garçon, selon ce que le médecin leur avait confirmé lors de leur dernière échographie. Nicolas entra silencieusement et l'enlaça par derrière, plaçant ses mains sur le ventre où grandissait leur fils. « Comment vont mes 2 amours » murmura-t-il à son oreille. « Parfaitement » répondit Élise, s'appuyant contre sa poitrine. « Bien que ton fils ne cesse de donner des coups de pied. C'est un combattant comme sa mère. » Élise se retourna dans ses bras et l'embrassa doucement. « As-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé, à propos du nom ?» Nicolas acquiesça avec une expression solennelle mais sereine. « Je pense que c'est parfait. Un hommage à 2 anges qui veillent sur nous depuis le ciel. » Ils avaient décidé d'appeler leur fils Théo Thomas, un nom qui honorait à la fois le neveu que Nicolas avait aimé et le bébé qu'Élise avait perdu, une façon de reconnaître que le passé faisait partie d'eux, mais ne les définissait plus, ni ne les limitait. « Sais-tu quel jour nous sommes ?» demanda Nicolas. « Comment pourrais-je l'oublier ? Cela fait exactement 1 an et demi que j'ai signé ce contrat, » répondit Élise avec un sourire. Nicolas sortit un papier de sa poche. C'était le contrat original, ce document froid qui avait uni leur destin de manière inattendue. « Nous n'en avons plus besoin, » dit-il, déchirant le papier en petits morceaux. « Tu es sûr ? Tu n'auras plus de garantie, » plaisanta Élise. « Je n'ai pas besoin de garantie, j'ai quelque chose de bien meilleur. » Nicolas posa une main sur son cœur. « J'ai foi en nous. » Tandis que les fragments du contrat tombaient comme des confettis à leurs pieds, Élise comprit l'ampleur du voyage qu'ils avaient parcouru, d'un accord commercial à un amour véritable, de 2 âmes blessées à une équipe invincible, de la solitude à la chaleur d'une famille. La Méditerranée, avec toute son immensité et son apparente hostilité, leur avait enseigné la leçon la plus précieuse, que même dans les endroits les plus arides, avec suffisamment d'amour et d'attention, peuvent de fleurir les plus beaux jasmins. Et ainsi, dans ce manoir de Monaco qui n'était plus froid mais chaleureux, ce manoir qui était maintenant un foyer, Nicolas et Élise écrivaient jour après jour leur propre histoire. Une histoire qui avait commencé par un contrat, mais qui continuerait pour le reste de leur vie avec quelque chose de bien plus puissant, une promesse d'amour. Cette histoire vous a-t-elle ému? Si vous avez aimé ce voyage d'amour, de dépassement de soi et de seconde chance, laissez un j'aime, dites-nous de quelle ville vous nous avez lu et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines histoires. Votre soutien m'inspire à continuer de créer des mondes où l'amour trouve toujours son chemin.